Bien, bonsoir. Je suis extrêmement heureux de recevoir Éric Julien et Jean-Michel Huquetin ce soir, qui sont des représentants finalement d'une culture qui justement leur est tombée dessus. Ça arrive, quelquefois on ne la choisit pas, elle vous arrive comme ça. Et c'est autour de cette question justement de l'autre, mais de l'autre qui n'a pas été cerné pour être étudié, mais qui s'est trouvé être celui justement qui recueille et qui finalement vous montre que jamais vous ne serez un Indien, jamais vous ne serez un Inuit, jamais vous serez un Kogi, sauf si vous acceptez l'idée que vous serez plusieurs. C'est-à-dire qu'en fait, la rencontre fait qu'elles s'ajoutent, les cultures s'ajoutent, elles ne se retranchent pas. Et c'est un peu de ça qu'on va parler ce soir de façon assez débridée. Et ce sont des amis, donc c'est vraiment une conversation amicale que je propose, et non pas anthropologique au sens strict du terme, mais en le fond, qui permet quand même de se poser la question du rapport à l'univers, du rapport au monde, à travers des visions radicalement différentes des nôtres, et ne jamais oublier que les autres veillent sur nous beaucoup plus qu'on ne le croit, et nous croyons, nous, que nous assurons des sécurités, que nous faisons semblant, effectivement, de les protéger. En réalité, ça fait longtemps qu'ils nous regardent, et c'est de ça qu'on va parler ce soir. Alors, je voulais vous lire un petit texte, juste pour commencer, tiré des Chemins de pierre qui parlent, d'un Indien Kogi. Vous, les gens modernes, les petits frères, vous prenez vos lois, vos normes, comme s'ils étaient les lois et les normes de nos pères spirituels, les lois qui ont fondé le monde et la vie. Mais vos lois, elles fabriquent des guerriers, les gens qui abîment les choses, la nature. Et ces gens qui abîment tout, ils les regardent comme des héros, des modèles. Et par le biais de la colonisation, vous imposez la loi qui abîme la terre aux autres hommes ailleurs. Vous faites des lois qui semblent bien, et ensuite vous les imposez à tout le monde. Mais ce sont des lois imaginées par des hommes, ce ne sont pas les lois de la nature. Celles-là, on dirait que vous ne les connaissez pas, qu'elles n'ont plus d'importance. Voilà. Et on va commencer par un film, un extrait de film que je propose à Jean-Michel de présenter, de raconter pourquoi tu as fait ce film-là. Et comme ça, c'est une façon de rentrer. Ça va durer 8 minutes, mais vous rentrerez dans un univers radicalement différent du nôtre. Bonsoir. Et puis, merci à votre invitation à venir aux entretiens d'Auxerre que je découvre. Et que je découvre avec ravissement parce que c'est incroyable cette richesse et cette diversité. Je voulais le dire, à la fois les intervenants, le public et les organisateurs qui sont aux petits soins pour nous. Et là, c'est la fin, j'avais envie de le dire. Alors, le film que vous allez voir s'appelle Les Voix d'Umanak. Les Voix d'Umanak, c'est une collaboration entre des chercheurs de mon laboratoire, dont moi, et des Inuits du Groenland qui vivent à Umanak, sur la côte ouest de cette plus grande île du monde, le Groenland, à près de 600 km au nord du cercle polaire. Umanak, c'est une petite communauté où la vie principale est basée sur la chasse et surtout la pêche. C'est un territoire, alors c'est peut-être un stéréotype de dire ça, mais c'est une vie, vous allez voir, entre tradition et modernité. Et ce film qui s'appelle Les Voix d'Umanak, en fait c'est une expérimentation. On a travaillé avec des artistes inuits. Le film est réalisé par un Inuit, il s'appelle Peter Jensen. C'est un pionnier du documentaire au Groenland. C'est lui le premier qui a commencé à en faire il y a bien longtemps. Et nous avions envie de voir comment il s'inspirait de nos recherches scientifiques sur le terrain. Moi, je connais cette communauté depuis 26 ans. J'y retourne tous les ans. Et donc, nous avions envie de voir comment on pouvait... Comment des Inuits pouvaient s'emparer de cette recherche scientifique, des relations qu'on pouvait avoir avec la population, pour créer une œuvre d'art qui soit significative, qui touche les gens. Donc ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, un projet science, art et société. Que la science puisse pénétrer la société, parce qu'elle sert à ça aussi, la science, elle sert à changer le monde. Et en tout cas, c'est dans cette optique
qui est la nôtre. Alors, juste pour finir sur la présentation du film, ce que vous allez entendre, c'est la voix du réalisateur qui a choisi de reprendre les paroles des entretiens que nous avons menés avec les habitants de cette communauté. On a fait 35 personnes, 43 interviews, dont 35 personnes, une première fois en 2014, et nous sommes revenus en 2015 pour leur montrer les résultats de ces interviews et les faire réagir dessus. Donc ils ont doublement réagi. Donc c'est des paroles des habitants qui vont vous parler directement. Et puis, sauf un petit moment au milieu de la séquence, vous allez voir, où là, le réalisateur inuit a choisi de montrer les anthropologues dans la société inuit et de montrer le travail que l'on fait. C'est pas quelque chose que nous souhaitions au départ, mais c'est son choix. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc maintenant, on peut peut-être projeter la séquence. I like to see hunters with dogs. It's very important for our culture. Our ancestors were strong people because they were united. They worked together to solve the problems and helped each other. Historically, Greenlanders have been quite good to adapt to changes in the nature because they moved from one place to another. When one place became bad, then they took to another place. It was the colonial system that forced the Greenlanders to stay in the same place all year long. Today, it's not easy to move the old town to another place. We did got a new lifestyle. The food has changed as well. I hope we will keep our traditional food in the future. In the old days, people were used to share food with everybody. Today, they want money for it. People became to be individualists and stopped helping others so much. In the past, we got sea ice in October or November, and now the ice doesn't come until the beginning of March. Because of the warmer currents, sea ice doesn't get really thick. Sometimes the ice does not come. The hunters cannot go either with dog sledge because the ice is too thin, or sail because it is too thick. When I was a child, the ice was gone in June or July. Now it is in April or May. The most important change is that the climate has become more unstable. Now the wind is more unpredictable and stronger. There is not so much snow anymore in the wintertime.
Many scientists have been here in Greenland, but only a few have been looking at the impact of the climate change to the local people, like here in Uummannaq. They make several research projects where they interview many of the local residents. The results of those interviews shows that climate change, although deeply impacting local environments and activities, is not the main stress factor for the Arctic peoples, at least in small communities. They can no longer be independent and self-subsistent because they're all linked to the rest of the world. They are relatively isolated from the most populated areas and the political authorities of their own country. They have limited influence on decision-making over their own life and their own future. So it's all people who said the idea Uummannaq was better before, let's go back as it was before. So my question is, do you think is it possible? Is it what you want? The scientists understand things here quite late. Greenlandic people have this knowledge before the scientists. Why be so afraid of the changes? We used to adapt to changes. Adaptation is in our nature. We are still underdeveloping and are not afraid of the future. The survival of this society will depend a lot of locals and their ability to do things to make a good life in Uummannaq. If we could go together, we would develop our society and our activities. Greenlanders have to find out themselves. It helps to have an identity. We need happy people, more job opportunities, and many more other activities. Places where people can go to cultural activities like theater, concerts, and other cultural things that gather the people. Our land is very rich. We have many kinds of stones, very expensive ones. I'm thinking very positive about our future, a place where you can get educated and make Greenlandic products. Parmi les sociétés traditionnelles, il y a donc ces sociétés qu'on dit d'être de l'extrême. Et j'aimerais assez qu'on passe, si tu veux bien, Eric, tout de suite au Kogi, parce que j'aimerais que vous rentriez dans cette histoire qui est finalement cette société assez particulière qui sont les Indiens Kogi et qui se trouve dans la Sierra Nevada de Santa Marta en Colombie. Et tu peux peut-être les commenter au fur et à mesure que ça passe. Et après, on reviendra sur la question, effectivement,
de l'autre nous-mêmes. Merci beaucoup Pascal pour cette présentation, merci à vous d'être là. Il se dit que quelqu'un qui parle tout seul dans la rue, je crois que le mot exact c'est le soliloque, c'est ça non? Quand il avance tout seul et on lui tape sur l'épaule si on est gentil, on lui conseille un bon médecin. Et là, la même personne qui dit la même chose avec des gens qui l'écoutent, on dit que c'est un conférencier, donc merci de m'éviter la consultation médicale, c'est gentil. Et j'en profite pour demander, est-ce qu'il est possible d'avoir les quelques images que j'avais préparées pour vous partager? Et donc je crois que je peux aller regarder directement pour vous présenter un peu cette communauté. Peut-être avant de vous la présenter, vous dire qu'on a un bien commun. L'air qu'on respire, chez les Inuits, chez les Kogi, à Auxerre, c'est à peu près le même air. L'eau qu'on boit, c'est la même. Les aliments qu'on mange sont les mêmes. Et finalement, peut-être qu'on a des cultures différentes, évidemment. Nous, on va nous appeler des modernes, qui vivons dans des maisons carrées, souvent. C'est intéressant de voir que les Inuits ont pris ce carré des maisons, alors qu'ils ont sans doute eu le rond. Et eux vivent dans des maisons encore rondes. Et ça paraît anodin de dire des maisons rondes, mais en fait, ça ramène à un temps qu'on a perdu, qui est le temps cyclique, la naissance, la maturité, l'adolescence, l'âge adulte, la décroissance, puis la mort, ou bien la journée, le matin, l'après-midi, et puis la nuit, ou bien les années. Voilà, en fait, on n'est que dans un temps linéaire qui renverrait à la notion de progrès technologique, dans lesquels, ce que tu as rappelé dans le petit texte, il faudrait que tout le monde s'embarque. Mais je ferai une toute petite précision de dire, oui, nous avons inventé des choses extraordinaires technologiquement, et ma fille vit à l'étranger, je suis ravi de pouvoir communiquer avec elle, mais nous avons laissé tomber totalement 2 domaines vitaux pour poursuivre notre histoire. La première, c'est apprendre à vivre ensemble. Et c'est un peu évoqué dans les images. Avant, nous vivions ensemble, nous étions solidaires, et cet individualisme qui fait qu'on perd ce sens de la communauté. Donc ça, on n'apprend pas. Mon fils était en première, et chaque fois qu'il me ramène un peu ce qu'il fait à l'école, à aucun moment, je ne parle pas d'éducation civique, ça c'est autre chose, on apprend à vivre les valeurs qui sont marquées sur l'entrée du lycée, liberté, égalité, fraternité. On n'apprend pas à se vivre ensemble. Et l'autre champ qu'on a complètement oublié, c'était si j'arrive à la remettre, cette petite phrase de Michel Serres: nous sommes le monde, nous fonctionnons comme le monde, comme la nature, nous sommes des êtres de nature, mais nous l'avons oublié. Il faudrait remettre le monde et la nature dans nos pensées. Non pas devenir Kogi ou devenir Inuit, mais comprendre que ces sociétés, dont font partie les Kogi, ont gardé une flamme qui est un rapport intime au vivant et comment vivre avec le vivant, donc à l'extérieur et en nous, et non pas comment être en guerre avec la vie. Et donc ce qu'ils proposent, les Kogi, ce que nous proposent les Kogi, c'est le dialogue, pour essayer d'imaginer ensemble un avenir possible, puisqu'on dit là où va le monde. C'est-à-dire un avenir qui remette une alliance avec le vivant et qui arrête de le détruire. Donc ils sont 25 000 aujourd'hui. En 1523, les conquistadors débarquent sur leur côte avec un ancien notaire qui devait en avoir assez de son étude. Je ne sais pas, j'espère qu'il n'y a pas de notaire, mais bref, ce monsieur en avait assez. Et il est parti coloniser les nouveaux mondes, c'est la Nouvelle-Grenade à l'époque. La rencontre était complexe, parce qu'il semblerait que les ancêtres des Kogi les aient plutôt accueillis comme fraternellement, c'est ce qu'on retrouve dans les textes anciens, bienvenue. Je vous refais pas l'histoire, catastrophique, 5 siècles de barbarie. Je ne pense pas, malheureusement, que la violence ait une étiquette. Aujourd'hui, on sait où elle est localisée. Là-bas, c'est la même violence, même si elle a un autre nom. Et malgré ces 5 siècles de violence, ils nous tendent la main pour nous dire, est-ce que nos 2 regards sur le monde, le vôtre qui transforme la matière, et le nôtre qui vit encore en harmonie avec la nature, pourraient se parler? Et je ne sais pas comment vous entendez ça à l'époque qu'on traverse, d'arriver à dépasser la violence et de se dire encore et encore que l'altérité peut être une richesse. Donc ils sont dans leur montagne, comme tu l'as évoqué, en Colombie. Ils ont un fonctionnement qui n'est pas sur la loi des hommes, qui change quand ça nous arrange, selon les partis politiques ou selon l'impact du lobbying, non. Les lois qu'ils respectent, et que devaient sans doute respecter, et peut-être encore les Inuits, c'est les lois qui font que nous sommes en vie.
Et celles-là, on les a oubliées. Mais on a peut-être tous entendu cette phrase, « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les hommes ». Donc c'est le taoïsme qui dit à un moment de la vie, il faut revenir en soi pour retrouver la vie en soi. Donc, en fait, il nous invite à une forme de réconciliation et une forme de retour à l'unité, peut-être. Alors leur voix est faible, autant celle des Inuits que de tous ceux qu'on appelle les autochtones, très faibles. Ils étaient en France il n'y a pas très longtemps et ils m'ont dit, quoi qu'il arrive, ne serait-ce que pour les enfants, il ne faut surtout pas que les nouvelles générations pensent que le détruit et l'artificiel est normal. Nous les élevons dans le détruit et dans l'artificiel. Ce n'est pas un rejet de la modernité, c'est qu'ils n'ont plus d'autre alternative. Nous lutterons jusqu'au bout pour que la nature ait toujours une voix. Donc ces sociétés sont les voix de la nature. Je ne pense pas qu'elles soient moins. Malheureusement, c'est comme ça que l'histoire les a positionnées. On commence à se dire qu'elles sont différentes et que cette différence, ça c'est ma conviction, est sans doute notre porte de sortie. Non pas en tant que telle, ce n'est pas eux qui vont nous amener la solution, mais dans la mémoire qu'ils pourraient réveiller chez nous d'être vivants. Et quand on réveille le vivant en soi, ça crée de l'enthousiasme. Parce que la racine du mot enthousiasme, c'est traversé par le divin. On va mettre le divin de côté parce qu'il est connoté, mais en fait c'est traversé par la vie. Et quand vous remettez du vivant dans les écoles, dans les entreprises, dans les territoires, on pourrait retrouver de la joie. Et pour moi, c'est ce message. Ils ne nous invitent pas à être coquilles. Je vais les voir régulièrement. J'imagine que tu n'es pas inuit non plus. Mais il y a une petite phrase d'un auteur que j'aime toujours, qui s'appelait Jean-Marie Gustave Leclésio, qui dit « On ne naît pas indien, on le devient ». Ça ne veut pas dire qu'on va copier les Indiens, c'est-à-dire qu'on réveille en nous une mémoire de vivant. Et je pense qu'il y a vraiment urgence. Alors je pourrais parler longtemps des coquilles, mais j'ai préféré parler de leur rapport à notre modernité. Une invitation au dialogue. Jean-Michel, dans le film, il est dit plusieurs fois quand même qu'il y a un bonheur absolu de connaître les progrès de l'Occident, notamment ce qui est peut-être le superflu, le moteur, le frigidaire, le chauffage. Non, quand on le voit. Et en réalité, on est passé depuis un moment maintenant dans la définition de l'autre, des définitions ethniques, à une réflexion sur l'autochtonie, c'est-à-dire au fait d'appartenir à des sociétés qui auraient été soi-disant anciennes par rapport à ce qu'on peut imaginer la présence de l'homme en ces endroits. Mais je voudrais savoir comment ils envisagent aujourd'hui justement la jeunesse que tu nous montres, qui remet des peaux d'ours, qui reprend des attitudes. Est-ce que c'est un folklore passager? Est-ce que c'est un folklore profond? Est-ce que le retour à une nourriture plus traditionnelle est réel? Ou est-ce que ça ne fait pas le poids avec le congelé? Pour le coup, ça tombe bien, c'est leur spécialité. Alors, j'ai toujours du mal à dire les Inuits, en fait, parce que je sais que cette population est très diverse. Alors, les Inuits, déjà, qui sont-ils? Je ne suis pas sûr que tout le monde le sache ici. Les Inuits, c'est un peuple qui est étendu du Groenland au Canada et en Alaska. Ils ont des cultures et des histoires différentes qui sont liées aux nations qui les ont colonisés. En Alaska, on parle des Inupiaq, au Canada, on parle des Inuvialuit ou des Inuits, et au Groenland, des Kalaallit. D'ailleurs, le Groenland, on dit Kalaallit Nunaat. Ça, c'est le nom officiel. Alors, je disais que les Inuits, ceux que je connais le mieux, ce sont ceux du Groenland. Ils n'ont pas les mêmes idées suivant qu'ils sont chasseurs-pêcheurs à Oumanak dans le nord, experts comptables à la capitale Nuuk ou agriculteurs expérimentant la culture des fraises dans le sud, parce que même aujourd'hui, grâce à l'élévation des températures, c'est possible de cultiver maintenant dans le sud du Groenland. Donc il y a des points de vue très divers. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être quelque chose qu'ils ont tous en commun, et ce commun, c'est cet attachement à leur environnement, peut-être tout en étant très intégrés à la société occidentalisée, contrairement peut-être aux Kogi, je ne sais pas.
Ils ont eu des débats. Je me souviens, il y a quelques années, quand je suis arrivé au Groenland, où l'idée, c'était au contraire, d'aller contre les stéréotypes, le romantisme des Occidentaux qui voyaient en eux l'image du chasseur ou du pêcheur au trou sur la banquise, chasseur esquimau qui vit dans son igloo. Alors cette image-là, elle a, pour le Groenland, jamais réellement existé. Les igloos, c'était dans d'autres endroits, surtout au Canada, pour des raisons de neige trop molle. Donc les stéréotypes que projetaient les Occidentaux sur eux, les Inuits voulaient s'en débarrasser. Ça, c'était il y a pas mal d'années. C'était l'envie d'être les égaux des gens qui nous ont colonisés et de montrer qu'on est aussi bon qu'eux. C'est par exemple ce qu'exprime en 1931, dans le deuxième roman jamais écrit par un Inuit, 1931, Augo Lung, qui, déjà à cette époque, montre une société groenlandaise de rêve, comme il l'imagine, et une société émancipée, étant les égaux des Danois, puisque c'est les Danois qui ont colonisé le Groenland il y a plus de 2 siècles, il y a 300 ans même, ils viennent de fêter l'anniversaire, 1721, le premier missionnaire. Et pendant donc très longtemps, les Inuits ont voulu rejeter en disant notre culture, elle est obsolète, maintenant il faut, si on veut être les égaux des Occidentaux, il faut au contraire adopter leur langue. Et cette évolution, finalement, elle s'est arrêtée dans les années 60-70 avec l'émergence de tous ces mouvements de décolonisation. Les étudiants Inuits qui venaient faire leurs études au Danemark rencontraient des Danois qui eux-mêmes étaient en lutte contre la guerre du Vietnam, etc. Ils ont été politisés, ils sont revenus au Groenland avec l'idée de l'indépendance. 1979, ils obtiennent l'autonomie politique. Ils décrètent que leur langue inuit devient la langue principale. Aujourd'hui, cette mesure a permis de sauver la langue et de faire du groenlandais, le Kalaallisut, l'une des langues les plus solides de l'Arctique, parlée par tous. Et puis moi je rencontrais au début, il y a une vingtaine d'années, des jeunes qui me disaient non, moi je suis pas inuit, là encore c'est le stéréotype, moi je suis Kalaallit et je suis d'ailleurs moi-même. Et puis depuis quelques années je me suis aperçu qu'il y a un mouvement contraire de jeunesse qui s'engage à différents titres, qui s'engage d'abord contre la colonisation, c'est nouveau pour le Groenland. Ils ont voulu déboulonner la statue du premier missionnaire scandinave qui est arrivé en 1721 et qui trône dans la capitale. Et ils ont choisi d'exprimer cette revendication indépendantiste en reprenant des tatouages rituels qu'ils ont mis sur leur visage. Donc c'est pas rien de se tatouer. C'est pas les tatouages, c'est les tatouages inuits du passé, tatouages qui avaient été oubliés. Et depuis 5 ans à peu près, les jeunes se tatouent le visage de façon marquée et donc veulent exprimer leur fierté d'être inuits. Ça, c'est quelque chose de nouveau, en tout cas, pour les Inuits du Groenland. En 2009, ils ont obtenu l'autonomie renforcée. Aujourd'hui, ils ont le droit de proclamer l'indépendance, s'ils le souhaitent. Peut-être que le Groenland sera indépendant dans un futur proche. Toujours est-il qu'ils ont toujours été prudents par rapport à ça, parce qu'ils veulent réaliser cette indépendance qui, pour eux, correspond à un sentiment de dignité, d'égalité, mais ils veulent le faire dans des conditions qui soient les meilleures. Et je disais tout à l'heure qu'ils s'engagent, je vais terminer là-dessus, ils s'engagent aussi contre la crise écologique. Le gouvernement qui a été élu il y a 2 ans, sa première mesure, c'est de remettre en cause un projet minier qui leur aurait donné les sous qui leur manquent pour l'indépendance.
Ce projet minier, c'était le 2e gisement de terres rares au monde et le 6e d'uranium. Donc ils auraient pu transformer le Groenland en Qatar ou en ultra riche. Ils ont préféré, pour des raisons écologiques et pour des raisons de santé publique, renoncer. Et la 2e mesure qu'ils ont prise dans la foulée, c'est d'interdire toute nouvelle exploration de gisements pétroliers. Voilà. Décision radicale, moi je le dis partout, je n'ai pas pour habitude de promouvoir les décisions politiques, mais là, dans ce cas-là, faire passer l'écologie avant l'économie de cette manière, moi, me touche. Voilà. Et la jeunesse est engagée dans cette lutte contre le changement climatique. On reviendra dessus parce qu'effectivement, ils n'ont pas le choix. C'est un engagement obligé, si je puis dire. Mais je voudrais revenir sur l'engagement des Kogi ou avec les Kogi, parce que ça aussi, c'est tout à fait nouveau. Voilà qu'une société se prend en main, se reprend en main, se revisite d'une certaine façon et reprend le pouvoir qu'elle avait d'avoir cette espèce de surpouvoir sur les autres cultures, c'est-à-dire d'être capable de penser le monde dans un registre beaucoup plus large que le nôtre, qui n'était plus des systèmes spécialisés, mais au contraire des inscriptions dans l'univers qui permet, quand on commence à le décrypter, à le connaître à la façon Kogi, de montrer qu'il existe bien et que ça soit un géologue européen ou un Kogi géologue qui ne sait pas qu'il est géologue mais qui va beaucoup plus loin que les Européens, c'est d'une certaine façon le travail que vous faites à travers l'association dont tu peux parler un petit peu et surtout le fait que c'est extrêmement intéressant l'idée qu'il puisse y avoir des collaborations entre cultures et qu'il puisse y avoir des dialogues qui s'ouvrent, mais pas au sens de base, au contraire, au sens de profondeur des choses. Et à chaque fois, il y a quand même, dans les 2 cas, cette espèce de menace climatique qui nous guette, quoi que soit, quelle que soit la culture à laquelle on appartient. Éric ? On se donne jusqu'à demain soir, c'est ça Hein, les portes sont fermées. Oui, tu as évoqué, moi j'ai rencontré, tu as évoqué en ouverture des cultures qui vous tombent sur la tête. Moi quand j'étais jeune, j'étais guide de montagne et on m'a dit, en Colombie, il y a la plus haute montagne du monde en bordure de mer, à 5800 mètres, à 40 km de la mer des Caraïbes. Donc j'étais jeune, j'avais envie d'aller voir. J'ai eu un œdème pulmonaire à 5000 mètres, de l'eau dans les poumons, donc on se noie de l'intérieur, ce qui est assez désagréable. Et j'étais un petit tas, quelque part dans cette montagne, sans téléphone, sans rien. Et j'ai eu la chance que ces autochtones archaïques primitifs, en l'occurrence des Kogi ce jour-là, passent par là, me ramassent, me soignent et me sauvent la vie. C'est comme ça que cette culture me tombe sur la tête. Et moi j'ai fait ce qu'on appelle en France des grandes écoles, et je n'avais jamais appris dans ces grandes écoles ce que j'ai découvert ce jour-là, qui paraît peut-être idiot, mais moi c'était une découverte, la solidarité de la vulnérabilité. Quand vous êtes fragile, quand vous pouvez plus vous mettre debout, que vous allez mourir, vous êtes bien content qu'un blanc, un vert, un jaune, un petit, un noir, peu importe, quelqu'un vous tende la main et vous dites, t'as pas besoin d'un petit coup de main. Si, ça m'arrangerait quand même. Et donc ils me redescendent sur la mule, ils me mettent dans une hutte pour me soigner, bref, ça va mieux. Et je sors de la hutte pour voir un peu où j'ai mis les pieds et je découvre des petites tomates cerises, vous savez, celles qu'on va peut-être manger ce soir à l'apéro. Et c'était des tomates cerises rampantes, donc elles touchaient le sol et elles pourrissaient. Et moi qui ai donc fait des grandes écoles, je me suis dit, mais ils sont bêtes ces Indiens, ils ne savent pas cultiver les tomates. Donc je vais les aider à sauver leur récolte. Et me voilà parti dans la forêt, chercher des tuteurs pour remettre les plants de tomates à la verticale. Voilà, et je passe mon après-midi, content de moi, à faire un jardin à la française. Et les Kogi reviennent le soir, c'est des agriculteurs. Comment vous dire? Ils me regardent, ça dure quelques minutes. Puis il y en a quand même un qui me dit, mais tu fais quoi? J'essaie de leur expliquer sans les vexer que je sauve leur récolte quand même. Et là, il y en a un qui me dit, mais tu sais, si on a mis ces espèces de tomates à l'entrée de la hutte, c'est parce qu'elles génèrent des tanins très forts qui empêchent que les insectes ne rentrent. C'est des insecticides naturels. Donc si ça t'embêtait pas de tout remettre comme c'était avant, ça vous arrangerait. Et ça, c'est une deuxième leçon que j'ai pas appris dans mon école, qui est peut-être ce qui nous manque le plus aujourd'hui. Avant de défendre son point de vue ou de projeter sur l'autre, poser une question. Si tu as mis les tomates là, ça fait 4000 ans que tu fais comme ça, peut-être une raison quand même, non?
Mais c'est tellement le reflet de notre mode de fonctionnement. Je me suis permis de m'arrêter là-dessus. Et donc je leur demande qu'est-ce que je peux faire pour vous remercier de m'avoir sauvé la vie. Et ils me parlent de leurs montagnes, guérilla, paramilitaires, narcotrafic, pilleurs de thon, 357 projets miniers, etc. Donc on leur a pris, on va dire ça comme ça, 70% de leurs terres. Et ils me disent, si tu veux vraiment nous remercier de t'avoir sauvé la vie, aide-nous à récupérer nos terres ancestrales. Donc depuis 30 ans, on collecte des fonds, on rachète des terres, on leur rend leurs terres. On a restitué, alors c'est petit, 2586 hectares, j'insiste sur les 6 derniers hectares. C'est comme un travail de couture. Sur ces 2586, 1500 sont régénérés en termes forestiers. Les cours d'eau reviennent, les oiseaux reviennent. Et surtout, ce qui est revenu, et ça amène à ta question, ce qui est revenu, c'est la confiance. Sans la confiance, ça fait tellement longtemps qu'on trahissait les papiers qu'on signait et qu'on ne respectait pas, les engagements qu'on prenait et qu'on ne respectait pas. Et là, ils ont vu que oui, on leur rendait leurs terres. En plus, je vous passe le détail, mais en droit colombien, ça, quand on leur rend leurs terres, ça sort du marché commercial, donc on ne peut plus ni les vendre ni les acheter. Donc voilà, c'est définitivement acquis. Et donc, avec cette confiance, on a commencé à engager un vrai dialogue. C'est-à-dire pas un dialogue de l'un au-dessus de l'autre, les civilisés, comme on s'est auto-appelé, c'est quand même extraordinaire, mais de 2 regards sur le monde. Et ces 2 regards, on voit qu'ils traversent l'histoire, et qu'aujourd'hui, peut-être plus que jamais, ils auraient besoin de dialoguer. On a fait un premier dialogue croisé, comme ça, dans la Drôme. On a invité 4 chamans, et on leur a dit, promenez-vous dans la Drôme, c'est un peu plus au sud, en dessous de Lyon, là, et faites-nous un diagnostic de santé territoriale de la Drôme. Ils ne sont jamais venus en France, ils ne connaissent pas nos écosystèmes, et ils sont partis dans la montagne. Et la question qui était sous-jacente était, ont-ils des connaissances que nous ignorons? Et ont-ils des connaissances qui ne soient pas spécifiques de leur culture ou de leur territoire, mais qui pourraient fonctionner chez nous? Et on a demandé à 30 scientifiques de faire pareil. Promenez-vous dans la Drôme et faites un diagnostic du même territoire. Et on a osé ouvrir un dialogue entre scientifiques curieux. Il y a un physicien qui me disait il n'y a pas très longtemps, je ne sais pas ce que je ne sais pas. Extraordinaire pour un physicien. Non, ça, je ne devrais pas dire ça. Extraordinaire. Donc voilà, on a ouvert un dialogue. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais en fait, c'est fabuleux ce que ça ouvre, non pas tant en termes de résultats. Tiens, ils vont nous dire des choses qu'on ne sait pas, encore que si, il y a eu des choses extraordinaires, mais en termes de raisonnement, de manière d'aborder une question. Je vais vous poser une colle pour voir ce que c'est la fin de des entretiens d'Auxerre, et on sait qu'on a jusqu'à dimanche soir, donc je peux y aller pour la colle. On arrive devant une source avec les Kogi. Et la source, on voit bien la zone humide, des plantes qui identifient un endroit humide, de la prêle ou des choses comme ça, de l'eau qui suinte, et un gros truc en béton, un gros carré en béton qui est le captage, 2 couvercles en béton et des tuyaux qui partent, on est dans la Drôme, donc vers les villages en dessous. Et tout autour, des grillages et des barbelés. Et là, les Kogi s'arrêtent, regardent ça, atterrés. Et à votre avis, pourquoi? Tu sais, c'est pas de bras, pas de chocolat, s'il n'y a pas la bonne réponse, on sort pas. Alors là, vous avez lu mon livre, c'est dégueulasse, vous n'avez pas le droit. C'est de la triche. Mais effectivement, mais beaucoup de gens n'ont pas cette réponse. Ce qui les afflige, c'est pourquoi vous avez pris tout seul la décision de prendre 100% de l'eau. Donc, vous auriez pu faire une petite dérivation pour que les animaux puissent avoir accès à l'eau. Et donc, les animaux, on sait très bien qu'ils participent de la force de la forêt. Ils ont un rôle, le sanglier, de dissémination de graines, etc. Et donc, en fait, en ne permettant pas aux habitants animaux non humains de boire, on sacrifiait notre forêt, quelque part, si je le fais court. Et ça, il dit, mais vous êtes complètement con. Et c'est du bon sens. Voilà, je n'ai pas rentré dans toutes les histoires. Comme tu l'as bien rappelé, il y a un livre excellent qui s'appelle « Le chemin des pierres qui parlent », qui raconte toute cette histoire. Mais en fait, quand on ose le dialogue avec ces sociétés-là, avec un autre être au monde, c'est la joie du renouvellement de la pensée. Et je pense qu'on a vraiment besoin de ça. Et là, on a fini un diagnostic croisé du Rhône. On a refait ça, là, il y a 3 semaines, 37 points sur le Rhône. Et c'est incroyable, les éléments sur les sites naturels, sur ce que nous appelons sites sacrés, sur des parcs. Je vous donne un exemple sur les parcs, puis j'arrêterai après ça.
On arrive dans le parc à Lyon qui s'appelle le parc de la Fessine, qui est à côté, qui est la ville urbaine en fait. Donc c'est 50 hectares en ville. Et donc il y a les gens qui s'occupent du parc, et la mairie, et puis il y a les Kogi. Et puis la première question, elle paraît idiote, que posent les Kogi, c'est pourquoi vous avez appelé ça un parc? Et en fait, vous vous rendez compte que juste le nom de parc pour un espace naturel en ville, ça change tout. On pourrait dire que c'est une école de la nature pour les enfants en ville. Donc ça va changer le rapport à l'espace. Enfin, on pourrait changer les dénominations. Ouais, c'est juste un... Alors je vous les fais pas tous parce qu'il y en a des tonnes et des tonnes. Mais ce dialogue, il nous a mis en joie. Ça, c'était chouette. Et il ouvre des perspectives tellement magnifiques. Et ils nous le disent aujourd'hui, hein, on a deux choix. Soit on continue les petits frères. Alors ils nous appellent frères parce qu'on fait partie de la même famille, mais petits parce qu'on a de moins en moins de connaissances de la nature. Continue leur colonisation et on va mourir. C'est aussi simple que ça. Soit on a l'audace d'un dialogue, non pas pour devenir Kogi ou moderne, mais pour retrouver cette mémoire de la vie. Et là, il a une petite chance d'écrire notre histoire. Merci. Toute petite précision, les Kogi que vous aviez vus quand je les ai mis là sur les images, le monsieur qui est là, hop, qui nous regarde les bras croisés, tu as raison par rapport à la réflexion que tu partages sur le rapport à la modernité. Eux ont choisi de ne pas rentrer dans la modernité. C'est un choix. Ils sont à 3 heures d'une ville, ils pourraient. Donc ils gardent les maisons rondes, pas de téléphone, pas d'argent, pour garder l'espace et l'esprit disponible à leur culture. Ça fait 4000 ans qu'ils vivent comme ça, alors on pourrait dire qu'ils ne progressent pas. Ben si, ils progressent, mais sur la capacité à vivre en paix et à vivre en harmonie avec la nature, ce qui est déjà pas mal. Par exemple, les mots artistique, médecine et justice désignent la même chose. Comment on garde l'équilibre, alors que chez nous, on va avoir des choses différentes. Voilà, c'est juste pour dire, et ce monsieur-là, il a passé 18 ans de formation dans le noir, ouais, depuis la naissance jusqu'à plus 18, pour apprendre son métier d'écouter la nature. Et pourquoi 18 ans dans le noir? Parce qu'ils estiment que le moment d'apprentissage le plus important pour un enfant, c'est dans le ventre de sa maman, pendant ses 9 mois de gestation, où là, il va, non pas apprendre, mais être traversé par les émotions de la maman, son régime alimentaire. On le sait maintenant, les écrits de Boris Cyrulnik et d'autres le précisent très bien. Le bébé ouvre la bouche comme ça pendant les 9 mois de gestation et est traversé par le liquide amniotique et donc est informé. Donc au bout de 9 mois dans le ventre de la maman, ils mettent les jeunes 2 fois 9 ans dans le ventre de la terre, dans une grotte, dans une hutte, et il va continuer à recevoir, pour nous c'est très compliqué, l'information de la mère, la terre, la mère-terre. Et donc quand ils sortent de leurs 18 ans, il se dit qu'ils sont les voix de la terre. Et comme il n'y a pas d'ego, c'est cher payé, 18 ans, il n'y a pas d'ego, on pourrait se dire que quand on les écoute, à travers eux, à travers ces sociétés, il y a quelque chose de la terre qui nous exprime quelque chose. Non, je voudrais dire simplement, par rapport au Kogi, que quand on est jeune ethnologue, c'est une des premières sociétés qu'on découvre à travers les travaux de Rachel Dolmatov, parce que c'est la seule société que j'ai jamais vue courir au plafond à partir de la mythologie, c'est-à-dire qu'on raconte entre ethnologues des histoires absolument invraisemblables sur les Kogi, mais qui font partie de cette espèce on pourrait dire, de cette culture joyeuse qui ne désarme jamais, d'une certaine façon. Et c'est un peu la question que je voulais poser à Jean-Michel. Ta rencontre avec le monde inuit est passée par, je dirais, des choses beaucoup plus douloureuses, puisque ton terrain, pendant longtemps, ou ta rencontre avec, c'est plutôt ça, est passée par le problème des enfants, par le problème de la maltraitance. C'est-à-dire, c'est à chaque fois la question de savoir comment on rentre dans une autre culture. Et cette rencontre, elle peut être accidentelle et prendre un sens comme ça d'engagement absolu, mais tu as aussi un engagement absolu avec les Inuits, mais tu es passé par le côté le plus abîmé de cette culture, où en fait tu participes peut-être un peu à la cicatrisation de son rapport avec nos sociétés contemporaines et occidentales. Ah oui, alors pour répondre, j'ai besoin de raconter cette rencontre extraordinaire qui s'est passée
En 1997, voilà, j'étais enseignant en lycée. J'avais lu Jean Mallory, Paul-Émile Victor. J'avais rêvé avec les explorateurs français. J'avais envie de découvrir cette culture inuite. Et j'étais en train de préparer ce voyage. À l'époque, on ne parlait pas trop du changement climatique encore. On n'avait pas autant de documentaires à la télévision sur les peuples autochtones, et notamment sur les Inuits. Moi, j'avais envie de partir là-bas. Et avant de partir, je suis arrivé dans un centre commercial en Normandie. Et c'est là que j'ai rencontré 30 Inuits. C'est pas pour présenter une histoire incroyable, mais ça s'est vraiment passé comme ça. J'étais en train de lire Les Derniers Rois de Tulé, le livre qui a fondé la collection Terre Humaine, le livre de Jean Mallory. Et au moment où je lisais le livre, j'ai vu passer ces 30 Inuits devant moi. Voilà comment s'est fait la première rencontre. Et c'était une colonie de vacances inuit, les seuls Inuits à être présents en France à ce moment-là, en Normandie, à Hérouville-Saint-Clair, pour ceux qui connaissent. Et moi, je devais être l'un des rares touristes français. C'était pas aussi populaire, les voyages en Arctique, que ça l'est aujourd'hui. Il y a un grand boom dans l'Arctique. Et le Covid l'a arrêté un moment, mais c'est reparti de plus belle. Les bateaux se succèdent les uns aux autres, les navires de croisière. Donc moi, à cette époque, je rencontre ces 30 Inuits. C'était un foyer d'enfants, une maison d'enfants à caractère social, comme je crois on dit en France. Des enfants séparés de leurs parents pour des raisons d'alcoolisme, pour des raisons de maltraitance, d'abus sexuels, de négligence. Cette maison d'enfants applique ce proverbe dont vous avez peut-être entendu parler. La meilleure chose qu'on peut donner à des enfants, c'est des racines et des ailes. Donc les ailes, je les découvrais en Normandie, c'est-à-dire qu'ils faisaient souvent des voyages où les jeunes étaient les petits ambassadeurs de leur culture. En venant jouer de la musique, des danses au tambour, en étant fiers de partager leur propre culture, surtout en France, où les Français sont en général beaucoup plus admiratifs des Inuits que le sont les Danois. Et ça, c'était les ailes. Et moi, j'étais avec eux pendant ce moment très court. Et puis, j'ai annulé le voyage touristique que je devais faire et je suis parti les rejoindre sur leur île. Et là, j'ai découvert les racines, c'est-à-dire qu'ils utilisent la culture inuite traditionnelle, le traîneau à chien, la chasse, la pêche, les voyages dans la nature, pour aider ces jeunes à se reconstruire parce qu'ils n'ont pas les mêmes ressources que peuvent avoir d'autres communautés, notamment par exemple à la capitale Nuuk, où il y a quelques psychologues. Là, eux, dans le Grand Nord, ils ont pas tout ça, ils n'ont pas toutes ces ressources, donc ils utilisent ce qu'ils ont autour d'eux. Et moi, j'ai découvert avec eux le pouvoir guérisseur que tu as vécu toi-même dans ta chair, le pouvoir guérisseur de l'environnement arctique et de la culture qui va avec, qui est complètement intégrée. Et nous sommes partis en traîneau à chien pendant des mois, et ça s'est reproduit pendant plusieurs années. Et j'ai été avec eux. Et c'est d'ailleurs cette expérience qui m'a transformé. C'est d'ailleurs, moi, ça a été de retrouver ce lien à la nature ou de retrouver ou de trouver peut-être ce lien à la nature, parce que moi je suis né dans la banlieue parisienne dans le 93, dans un endroit où il n'y avait pas vraiment de nature, et j'ai appris plein de choses. J'ai appris que malgré les situations les plus difficiles, on peut s'en sortir. On appelle ça la résilience. Tu parlais de Boris Cyrulnik, Eric, tout à l'heure. C'est ça. En fait, eux l'appliquaient sans connaître le concept. Comment reconstruire ces enfants victimes de maltraitance pour en faire des adultes responsables, qui soient fiers d'eux-mêmes individuellement et aussi collectivement en tant que peuple. Et cette tâche, ils le font depuis
depuis des dizaines d'années. J'y ai participé et cette tâche, elle permet aussi de, comme tu disais, de cicatriser les brûlures de l'histoire coloniale qui sont toujours vivantes, enfin toujours présentes au Groenland, même si certains Inuits ont parfois dans l'histoire voulu l'oublier. Et donc cette histoire, elle continue puisque les jeunes voyagent. Ils sont venus en France en janvier dernier pour, là encore, pour aussi conseiller, pour rencontrer des chercheurs, pour leur transmettre des choses. Donc c'est ces jeunes qui sont infériorisés ou qui ont été infériorisés dans leur pays, dans leur famille, malheureusement, qui se reconstruisent à la fois au contact de la nature chez eux et au contact des autres, là où ils peuvent aussi apporter quelque chose. Avant de vous laisser poser des questions, ton engagement, Jean-Michel, il est passé aussi par la production de films, par une façon de faire connaître la culture, parce que c'est la question d'anthropologue, c'est la restitution, et cette restitution, la rendre la plus proche possible de la vie qu'on peut connaître de l'intérieur, de façon à faire partager aux autres, justement, ces cultures qu'on connaît extrêmement mal. Il ne faut pas oublier que l'Arctique a quand même une particularité, c'est le pays, je dirais, de Nanook l'Esquimau, d'une certaine façon. C'est lui qui est à l'origine des Esquimaux à l'Antarctique, il faut le savoir. Et pendant très longtemps, les cinémas se sont appelés l'Arctique, le Celtique, etc. Et cette histoire, effectivement, d'engouement absolu du film de Flaherty a été le premier film anthropologique mondialement vu. Et donc, il a une histoire très particulière. Et c'est pour ça qu'on a quelque chose de très particulier en rapport avec le monde des Esquimaux. Mais je voulais savoir un peu plus ton engagement aujourd'hui, comme nous l'a montré Éric, et puis après je vous laisserai poser des questions. C'est intéressant que tu cites ce film que nous pouvons tous voir sur YouTube. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que le film Les Voix d'Umanak, si vous voulez le voir en entier, parce qu'il y a beaucoup plus de choses, vous pouvez aussi, en tapant le titre, vous le retrouverez, il est aussi en ligne et libre de droit, donc vous pourrez le voir très facilement. Donc Nanook, alors Nanook, c'est pas au Groenland, c'est au Canada. Et dans la baie d'Hudson, Nanook a fait connaître le monde esquimau. Alors esquimau, c'est le terme eux se sont appelés Inuit, qui veut dire être humain. En fait, c'est intéressant que tu cites Nanook parce qu'en fait, on a fait, comme tu le dis, on a fait un film qui s'appelle Inuk, lui. Inuk. Inuk, c'est le singulier de Inuit. Donc, c'était à la fois le portrait d'un jeune et aussi un portrait emblématique d'un peuple. Inuk, ou le voyage d'Inuk, qui s'est appelé au tout début de l'aventure. Ce film, c'est un film de fiction qui est l'inverse de Nanook. Nanook a été un film documentaire tourné comme une fiction, parce que Flaherty a fait jouer les Inuits du Canada. Par exemple, il les a empêchés d'utiliser empêchés d'utiliser les fusils. Il voulait qu'ils utilisent le harpon, qu'ils utilisent les manières traditionnelles à une époque où déjà les Inuits connaissaient tous ces biens. Parce que l'anthropologue est vraiment complètement dingue de l'authenticité qu'il invente lui-même, d'ailleurs. Non, mais on lui a reproché. On a reproché à Flaherty de mentir. Et Flaherty a répondu, pour dire la vérité, il faut savoir parfois mentir. Oui, oui. Et donc, aujourd'hui, ce documentaire, c'est un documentaire mythique. Alors nous, on a fait le contraire. Avec Inuk, on a tourné ce film de fiction comme un documentaire. C'est un film de fiction, voilà. Il a représenté le Groenland en 2012 sur la longue liste qui prétendait obtenir l'Oscar pour le meilleur film étranger. Il a été choisi pour représenter. Il a gagné des prix. Il n'a pas gagné l'Oscar du meilleur film étranger, mais Les Intouchables cette année-là non plus. Donc voilà, mais par contre, il a été complètement autoproduit avec les Inuits, parce qu'aucun producteur ou productrice ne voulait investir dans ce film avec des autochtones. Et nous, on y croyait, on avait déjà fait des documentaires avec eux.
Et donc on a réalisé ce film qui représente l'histoire vraie de ces jeunes qui se reconstruisent au contact de leur propre culture qu'ils ont, qui avait été oubliée, ou ces jeunes qui ont été parfois martyrisés dans leur famille. Alors moi, j'ai pas fait ça parce que j'avais envie de témoigner. En fait, je suis pas devenu anthropologue sur les bancs de l'université. Mon histoire, j'ai choisi de partir vivre avec eux parce que j'avais envie de comprendre moi-même. Alors, c'est une démarche anthropologique, mais je ne l'étais pas vraiment à l'époque. C'est eux qui m'ont demandé de témoigner. D'abord de réaliser des films pour promouvoir leurs activités, récolter des fonds, montrer aux parents ce que vivent leurs enfants, justifier l'argent qui est donné par le gouvernement groenlandais aussi, c'est important. C'est une institution publique. Au Groenland, on fait beaucoup d'efforts pour les enfants et donc ils m'ont demandé de témoigner. Ces films ont été faits dans ce cadre-là, et ils ont été faits dans le but pour ces jeunes Inuits et pour leurs éducateurs de montrer, de valoriser qui ils sont, et à la fois en tant que jeunes et en tant que peuple. Merci beaucoup. On a encore 2 minutes si vous avez des petites questions à poser, et après nous allons clore ces entretiens d'Auxerre avec nos amis qui vont pouvoir, après la poésie, réfléchir à la prochaine. Oui, une question à vous deux. Sur le plan de l'administration de leur cité, du territoire, est-ce que les Inuits ou les Kogi ont des modalités qui sont très différentes des nôtres, je suppose? Est-ce que le mot démocratie veut dire quelque chose pour... ou est-ce que comment ça fonctionne? Je vais peut-être vous surprendre en vous disant que chez les Kogi, ça fonctionne sur la base d'un organe féminin. Qui est le placenta. Le placenta est un organe qui permet à ce miracle, quand une énergie féminine ou masculine se rencontre, de créer tout phénomène d'embryogenèse, et puis un bébé, puis la vie. Et en fait, le placenta a une durée de vie de 9 mois et filtre les éléments pathogènes et laisse passer les éléments nutritifs. Donc les Kogi fonctionnent en mettant un placenta social, évidemment, mais à l'image du vrai placenta, pour filtrer les éléments pathogènes du corps social, que sont l'ego, la projection, la croyance, la peur, tous ces machins-là, les émotions, et laisser passer les éléments nutritifs qui vont faire un peu grandir le groupe. Donc il y a le paramètre du temps dans sa maturité collective, avec une gouvernance systémique, parce que simplement la nature est systémique. Donc il n'y a pas de chef, mais il y a un gardien du processus, que le pouvoir ne soit pas pris par l'un sur les autres. C'était Pierre Classe qui avait un peu déjà débroussaillé le terrain, un anthropologue. La société contre l'État. Comment faire en sorte que la société garde le pouvoir sur l'État, entre guillemets, sur le risque de prise de pouvoir. Donc en mettant en place ce genre de dispositif qui n'est pas inventé par l'homme, mais qui est une transposition du fonctionnement de la nature. Alors je vais vous faire moins rêver. C'est vrai que les Groenlandais sont beaucoup plus intégrés à ce monde occidental. Ils ont une démocratie, eux, depuis 1979. Ils font partie du royaume du Danemark parce qu'ils n'ont pas rompu, quand bien même ils auraient des volontés, des velléités indépendantistes, ils n'ont pas rompu avec ce royaume du Danemark. D'ailleurs, culturellement, ils sont très liés. Il y a beaucoup de mariages mixtes. Et donc en 1979, ils ont obtenu l'autonomie politique. Ils ont un système parlementaire avec un chef d'État, pas encore indépendant, mais un chef d'État qui est Premier ministre, puisque c'est la reine du Danemark qui est chef d'État en réalité. Et donc c'est la première communauté arctique à avoir acquis une autonomie politique. Ils gèrent toutes leurs affaires. Il n'y a guère que quelques domaines régaliens qui sont encore la prérogative du Danemark, notamment les affaires étrangères, la justice.
Et en revanche, donc c'est la première communauté, c'est celle qui a le plus d'expérience politique et sans doute celle qui sera la première aussi indépendante dans un avenir que je pense assez proche. Une dernière question et on, oui. On arrête. Oui, oui. Ah, je ne sais pas si... Je suis là, moi. Ah bon, vous êtes là? Mais bon, si alors... c'est l'autre personne qui pose la question, il n'y a pas de souci. Bon, alors, moi, je suis Colette Carlier. Alors, je suis Colette Carlier et je suis allée chez les Inuits. C'est-à-dire que, étant enseignant, on partait toutes les vacances avec nos fils pour leur montrer que la France n'était pas le plus bruit du monde. Et nous avons un ami qui était québécois et qui était responsable de la navigation sur le Saint-Laurent. Et on est allé avec lui et il nous a emmenés sur un brise-glace chez les Inuits pour nous montrer comment ils vivaient. Et on a découvert un peuple qui avait des légendes formidables et qui faisait des sculptures, quelque chose d'extraordinaire. Et ça a été vraiment une découverte formidable. On est allé aussi voir les Micmacs. La dernière question. Oui, merci. Pour faire le lien, merci déjà pour ce partage d'expérience que j'ai trouvé super enrichissant. Pour faire le lien avec la table ronde précédente où on nous parlait du fait que quand on émigrait d'un pays et qu'on immigrait dans un autre, c'était difficile parfois de s'y retrouver en termes d'appartenance. Vous avez parlé d'un choc de deux cultures qui vous sont tombées dessus. Et je voulais savoir comment vous viviez vos retours en Occident ou votre vie en Occident en étant autant traversé par ces autres expériences. Si c'est toujours facile, si parfois c'est très difficile. Voilà, merci. 30 secondes chacun. Alors oui, au début, je crois que c'est... on en parlait tout à l'heure. C'était quoi le terme que tu utilisais, Pascal? Être boiteux au retour de notre terrain. Des boiteux culturels, parce qu'on ne se sent pas bien, on retourne chez nous. Quand on part là-bas, on est décontenancé. Alors, je passais effectivement du métro parisien au traîneau à chien sur la banquise. Effectivement, c'était... mais c'est devenu une seconde nature, si je puis dire. Et aujourd'hui, je passe de l'un à l'autre sans aucun problème. Voilà, c'est un vrai plaisir de me retrouver là-bas. Et puis, je voulais dire quelque chose, je ne sais pas, peut-être qu'encore quelques secondes, quelque chose vous avez vu dans le film. À la fin du film, j'ai sélectionné une petite séquence qui montre l'optimisme des Inuits. La confiance qu'ils ont dans leur capacité adaptative. Et pour moi, ça, c'est quelque chose de très important. C'est le message que j'essaye de faire passer partout. Quelle que soit la difficulté de ce qui nous attend, il faut garder l'espoir de pouvoir réussir à pouvoir surmonter ces épreuves. Et moi qui voit un peu tous les défis qui nous attendent, c'est vrai qu'à chaque fois que je vais chez les Inuits, c'est un peu comme un remède à l'éco-anxiété, parce que eux pensent qu'ils s'en sortiront toujours. Voilà, c'est ce message que je trouve, que je ramène et que je veux partager avec vous. Éric, 1 minute. 10 secondes. 10 secondes. La première chose, moi, ça m'évoque la caverne de Platon. Et si certains connaissent, vous êtes au fond de la grotte. Vous regardez des ombres sur la paroi et les gens qui sont au fond de la grotte croient que c'est la réalité. Et quand il y en a un qui sort de la grotte et qui voit qu'il y a une autre réalité, quand il rentre, personne ne veut le croire. Donc c'est vieux. Aller voir son monde en sortant et regarder son monde, c'est pas nouveau. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que non, c'est pas difficile parce qu'on parle de la même chose, la nature et la vie, et comment être en lien avec la vie. Moi, ça me fait un bien fou d'avoir enfin des humains normaux avec qui on peut parler de vivre ensemble sans se taper sur la tête, se mettre à l'écoute d'un territoire, se relier aux autres que les humains comme vivants. Voilà, c'est un langage universel, donc ça me fait beaucoup de bien. Et je terminerai par une dernière chose.
Un jour, les Kogi sont invités au Quai d'Orsay à Paris. Vous voyez le Quai d'Orsay? Les ors de la République. Et ils montent les escaliers. Ils sont 3. On va dans une salle de réception des délégations. On a une réunion. Les Kogi expliquent ce qu'ils vivent. La réponse des gens qui nous ont accueillis, 3 personnes du cabinet du ministre de l'époque, c'est un génocide. Alors je demande, y a-t-il une procédure pour les génocides? On me dit, remplissez le CERFA 66328. Et qui, s'il est bien rempli, vous fera peut-être quelques euros d'ici quelques mois. Bien, nous sortons de la salle et on est dans le hall d'accueil pour se dire au revoir. Merci madame, c'était formidable. Merci monsieur, c'était super. Et là, imaginez la scène, les ors de la République. Un Kogi va vers un canapé avec des beaux pelochons dorés à pompons et prend un pelochon sur l'épaule et va vers la sortie. C'est très surprenant, ça. Vous êtes en train de dire au revoir au monsieur et vous voyez les yeux du monsieur qui suivent le pelochon, leur dire mais qu'est-ce qu'il fait ce con? Il se barre avec le matos. Et le garde républicain qui nous rendait les honneurs, à qui on n'avait pas dit si l'invité part avec le matos, je l'arrête ou je lui dis au revoir. Donc il avait les yeux qui tournaient dans les orbites comme ça. Qu'est-ce que je fais? Donc le Kogi va vers la sortie. Je lui dis on va frôler l'incident diplomatique. Arrivé sur la porte, il rigole. Il se marre comme un bossu et il repose le polochon. Le message qui rejoint un peu ce que tu dis, c'est qu'ils ont une capacité positive et d'humour qui nous sauvera tous. La poésie continue.